Salut tout le monde, c'est 0xAigri et aujourd'hui il est temps de parler des influences de la macroéconomie sur les pumps et les dumps des crypto-monnaies. Les influences sont multiples et aujourd'hui on va voir ensemble les différentes composantes qui sont à prendre en compte quand on est un investisseur en crypto. Mais avant de commencer, je vous invite à liker la vidéo et vous abonner à la chaîne de Coin Academy pour soutenir le travail. On tarde pas plus, on commence. Déjà il faut définir ensemble ce qu'est la macroéconomie. Pour faire simple, ce sont tous les facteurs économiques qui influent sur les performances économiques mondiales, les grandes tendances générales dans le monde. Alors oui, c'est assez vaste, mais aujourd'hui on va s'intéresser à une partie de ces facteurs qui influent les cours des actifs. On va parler du dollar index, de politique monétaire, de taux directeur, bref, plein de sujets passionnants, qui ont tous une importance capitale pour les cryptos. Car il ne faut pas oublier que les cryptos, c'est un total de 2000 milliards de dollars contre 124 000 milliards de dollars pour l'ensemble des titres financiers sur la planète. Et on va commencer directement avec notre premier indicateur, le dollar index. Le DXY, ou dollar index, représente la valeur moyenne du dollar contre plusieurs autres monnaies mondiales, comme l'euro ou le yen. Il permet de mesurer la force du dollar contre les autres monnaies majeures. Quand le DXY monte, cela veut dire que le dollar est plus fort que les autres monnaies, et quand il baisse, c'est l'inverse. Les autres monnaies sont plus fortes. On verra un tout petit peu plus tard les raisons qui peuvent faire monter ou baisser le dollar index, j'y reviendrai. Cet indicateur, il est clé pour comprendre les cryptos, car le dollar est la monnaie de référence mondiale. Aujourd'hui, tout se fait en dollars. Les pays hold du dollar en réserve également, ce qui veut dire que les variations de la force sur le dollar vont avoir d'importants effets. Si le dollar est fort, les investisseurs vont acheter en priorité des actifs en dollars, et surtout des bons du trésor américain, car ils vont vouloir garder leur dollar qui est plus fort que le reste des actifs et être rémunéré à 5%. En tout cas, c'est le rendement dessus en ce moment. Donc si vous avez un dollar plus fort qui s'apprécie, ça va entraîner une baisse sur les actifs à risque, comme les cryptos ou les actions, car il sera moins risqué de juste garder du dollar. Et dans l'autre sens, quand le dollar est faible, les investisseurs vont aller dans des actifs avec plus de rendement potentiel, que ce soit les crypto-monnaies ou les actions ou d'autres types d'actifs. Et oui, pour contrebalancer la faiblesse du dollar, les gens vont aller chercher du rendement sur les actifs à risque, et notamment les cryptos. Regardons ensemble maintenant les relations entre le Bitcoin et le DXY. Sur ce graphique, vous avez la ligne rose, le prix du Bitcoin, et les bougies, c'est le fameux DXY, la force du dollar. On peut voir que Bitcoin et le DXY sont souvent corrélés de manière négative. C'est-à-dire que quand le DXY monte dans les phases rouges, le Bitcoin chute, et dans les phases vertes, quand le DXY baisse, le Bitcoin monte. Ce qui nous montre bien la corrélation et l'influence du DXY sur Bitcoin. Quand le dollar perd en valeur, Bitcoin agit comme une couverture contre l'inflation, et inversement. Je me permets aussi de mentionner cette étude sur les corrélations entre Bitcoin, Nasdaq et DXY qui aboutit à la même conclusion mais avec une étude bien sourcée et chiffrée. La relation entre le Bitcoin et le DXY a un taux de corrélation mathématiquement négatif, c'est-à-dire qu'en moyenne, le DXY et Bitcoin sont opposés la plupart du temps. Sauf que le DXY n'est pas le seul indicateur et n'agit pas seul dans son coin. C'est certes un élément important, mais pas le seul, et surtout qu'il est lui-même dépendant d'un autre aspect, celui de la masse monétaire en circulation. Le dollar index est surtout drivé par ce qu'on appelle les masses monétaires M1 et M2. Si vous ne savez pas ce que c'est, pas de panique, on va voir ça ensemble. Le total M1, c'est la totalité des pièces et des billets en circulation, plus les comptes courants. Le total M2, c'est la même chose, mais en plus de ça, on vient ajouter tous les livrets d'épargne et de dépôt à court terme, comme les livrets A, les livres jeunes en France. C'est toute la liquidité qui est disponible à court terme et qui peut facilement se déplacer sur les marchés. Et encore au-dessus, on a d'autres totaux, le M3, le M4, qui ajoutent encore plus de choses, mais nous, on va juste s'intéresser au total 2 aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est justement la totalité du M2, qui représente l'argent liquide, soit la liquidité disponible maintenant, soit à court terme, car c'est ce capital qui pourra influer rapidement sur les actifs à risque, dont les cryptos. On peut déjà commencer à comprendre la corrélation entre M2 et le DXY. Si on a davantage de dollars en circulation, par divers moyens, le DXY va en prendre un coup, car le dollar sera alors moins rare. Mais maintenant qu'on connaît nos totaux M1 et M2, il faut comprendre comment ces masses monétaires évoluent, quelles sont les causes de ces changements. Pour faire simple, la principale raison, c'est ce que les banques centrales font avec leur taux directeur. Les banques centrales ont 4 mécanismes principaux qui permettent d'ajuster la supply monétaire en circulation. On va comprendre en faisant simple. Le premier, c'est le rachat d'obligations court terme sur le marché. Pour mes crypto-bros les plus affûtés, c'est comme si les banques centrales faisaient littéralement du buyback d'obligations, au lieu que ce soit des cryptos. En clair, le but est simple, si les banques centrales rachètent des obligations sur le marché, le prix de celles-ci va évidemment monter et ça redonnera de la liquidité gratuitement aux vendeurs de ces obligations, qui pourront donc faire d'autres choses avec, et petit à petit, la liquidité ruissellera un peu partout. Ensuite, on peut avoir des prêts faits par les banques centrales directement aux banques, ce qui va 1. Les soulager, mais 2. Favoriser l'émission monétaire, car si les banques ont plus de capital disponible, elles auront plus de capacité à faire des crédits, car pour faire un crédit, la banque doit forcément avoir un minimum en stock. Si on facilite l'accès à du capital aux banques, les crédits professionnels et particuliers deviennent plus simples. Également, le troisième mécanisme, c'est de faire baisser les besoins en fonds propres des banques. Je l'ai dit juste avant, pour faire crédit, une banque doit avoir une partie en trésorerie, mais si on diminue le pourcentage que la banque doit détenir, ça veut donc dire qu'il y aura plus de disponibilité
disponibilité pour fournir plus de crédit aux gens, et donc imprimer de la liquidité. Par exemple, au lieu d'avoir 20% en réserve, on peut dire qu'il ne faut que 10%, et tout de suite, le pouvoir de création monétaire de la banque a doublé. Et le dernier mécanisme à l'œuvre, non conventionnel, qui est arrivé en 2020, c'est le quantitative easing. Quand vous avez des taux qui sont déjà au plus bas, mais que vous voulez tout de même injecter des liquidités, les banques centrales peuvent se mettre à racheter des actifs financiers sur le marché et les garder pour stimuler l'économie. Donc voilà pour les grandes lignes des pouvoirs des banques centrales, mais je n'ai pas encore parlé de taux directeurs. Et justement, car les taux directeurs sont une conséquence de tous les mouvements sur la masse monétaire du dollar, mais aussi des autres monnaies. Je m'explique. Avec les 4 outils qu'on a vus avant, on permet d'augmenter la supply monétaire ou de la faire diminuer. Mais ça a 2 conséquences. 1. La monnaie devient intrinsèquement moins chère, car il y en a plus en circulation. Ça, c'est classique. Mais 2. Les taux d'intérêt sur cette monnaie baissent à cause du surplus d'argent dans le système. Car les obligations, comme tous les autres actifs, ont plus de demandes, donc les prix montent. Mais si vous aviez acheté des obligations à 100 $ cette année, avec un rendement de 5%, et qu'elles montent à 103 $, le rendement n'est plus que de 1,9% si quelqu'un vous la rachète. Et oui, si quelqu'un rachète votre obligation maintenant, elle sera plus chère, donc moins rentable. Donc si les anciennes obligations se tradent à 2%, toutes les nouvelles obligations émises se nivellent aussi à 2%. Mais je précise aussi que l'inverse est tout aussi vrai, c'est possible que ce soit le prix qui baisse pour augmenter le rendement, notamment dans un contexte d'augmentation des taux. Mais dans un contexte de baisse des taux, c'est le prix qui monte et le rendement qui diminue. Et qu'on soit bien d'accord, il est aussi possible que ce soit décidé par la banque centrale. Mais dans la logique des choses, c'est le marché qui fixe son taux d'intérêt et les États doivent faire avec. La vérité est entre les deux, bref, ce sont 2 mécanismes qui s'influent. Donc avec cette monnaie qui devient pas chère et des taux directeurs qui ont baissé, on a 3 conséquences. La première, c'est l'inflation qui remonte. Et oui, les gens ne veulent pas épargner car l'épargne se fait ronger par l'inflation. Donc les gens dépensent plus, et notamment sur le marché crypto. Mais des taux qui baissent, c'est aussi une facilité pour accéder au crédit, car les taux d'emprunt pour les particuliers baissent également. Les gens ont donc plus d'argent, ça booste l'économie, les cours, tout est bon. Et le dollar, on l'a dit, n'est plus un investissement si intéressant, et se fait dépasser par les actions ou les cryptos qui vont avoir un yield plus intéressant. Un parfait exemple de tous ces mécanismes, c'est pendant la crise de 2020 avec le Covid-19. Tous les États ont injecté massivement de la liquidité, ce qui a entraîné des airdrops à toute la population. 2,3 trillions de dollars par Trump en 2020, puis 1,9 trillion de dollars en 2021 par Biden. Des airdrops comme ça, c'est toujours apprécié. Et la conséquence de ça, elle est visible très clairement sur les marchés actions et sur Bitcoin. On voit bien qu'après les énormes injections de liquidités, les marchés ont rebondi directement pour aller à un nouveau plus haut. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que j'ai fait une vidéo sur l'évolution des taux d'intérêt et leur impact sur le Bitcoin. Pour la faire courte, j'ai notamment mis en avant le fait que les annonces de baisse des taux ont toujours été positives sur les marchés à un horizon moyen-long terme. Certes, à court terme, ça ne veut pas dire qu'on va systématiquement pump, mais avec de la patience et sur un horizon de temps de plusieurs mois, c'est le cas. Donc pour conclure cette partie, on peut dire que si la supply monétaire M2 augmente, il y a une forte corrélation avec des hausses sur le Bitcoin notamment, par le fait que ce soit lié à des injections de liquidités plus fortes, favorables pour les marchés. Mais qu'est-ce qu'on peut dire des marchés traditionnels, du SP500 ou du Nasdaq? Certes, on l'a vu tout à l'heure avec la recherche autour du dollar index, Bitcoin et les marchés traditionnels sont très corrélés. Cependant, il y a un problème en ce moment autour des cryptos. La décorrélation est trop forte. On a un SP500 à ses plus hauts historiques et des cryptos en souffrance. Donc comment est-ce qu'on explique ça? Depuis le début de cette année, les performances du SP500 sont de 14,56% d'après la source que j'ai lue. Or, on a 11,17% qui provient uniquement de 10 entreprises américaines. On parle de Nvidia, Microsoft, Apple, Meta, Amazon, qui ont mené 65% de toute la hausse de cette année, mais également celle de 2023. En fait, on pourrait dire qu'on n'est pas très loin d'une illusion, et que tout n'est pas si rose, car il y a un seul secteur qui a dominé, c'est celui de l'intelligence artificielle. Et oui, sans IA, les performances annuelles du SP500 seraient beaucoup plus faibles. On a vu des injections massives dans le secteur de l'IA, avec notamment un Nvidia qui a poussé un x10 depuis 2023. Cependant, les cryptos n'ont pas du tout bénéficié de toute cette hausse. La poussée du SP500, elle est surtout poussée par des chiffres meilleurs pour ces entreprises. Mais les entreprises crypto ne sont que des startups, et des startups en période de crise, d'incertitude, c'est clairement le cadet des soucis des investisseurs, car ce sont des projets qui ne sont pas rentables, qui présentent énormément de risques dans un moment d'incertitude. Bon, on comprend un peu les corrélations entre tous ces facteurs, entre le dollar, les taux d'intérêt, les politiques monétaires, bref, beaucoup de choses. Mais avec une croissance des revenus qui revient dans le positif pour le SP500 après 3 ans de ralentissement, qu'est-ce qu'on peut attendre pour la suite des événements? On a expliqué les performances récentes des grosses entreprises menées par le secteur de l'IA, mais pour les altcoins, c'est une autre paire de manches. Il y a des tas de raisons qui peuvent expliquer les performances désastreuses des altcoins, la dilution avec des centaines de cryptos qui sortent, des utilités de projets peu intéressantes et qui ne favorisent pas l'intérêt, et un écosystème qui ne connaît pas vraiment de révolution majeure pour le moment. Le tout dans un contexte dans lequel on voit un rallye uniquement sur Bitcoin, dans un contexte de hausse des taux. Mais encore une fois, c'est un peu comme le SP500. Il n'y a que quelques cryptos, et surtout Bitcoin, qui a mené la danse cette année. Donc pour le reste, il faudra attendre de voir le contexte économique évoluer.
Et est-ce qu'il ne faut pas imaginer un scénario récession? C'est une bonne question, mais personne n'a la réponse, et surtout pas moi. Par contre, ce qui est certain, c'est que si ça arrive, les cryptos ne seront pas un bouclier contre l'inflation, même Bitcoin. Ou plutôt Bitcoin dans un moindre mal. Et ça, c'est une question de perception. Et oui, on l'a vu depuis le début de la vidéo, mais Bitcoin se traite comme une action, et pas comme de l'or ou du dollar. Donc en cas de récession, Bitcoin ne serait pas une solution. Et pour ça, on prend le SPBDMI, qui est un index crypto, et on regarde l'inflation en violet ou en rose. Pas de corrélation particulière, Bitcoin et les cryptos ne sont pas affectés par l'inflation, on a un ratio de corrélation quasi nul. L'inflation n'a pas spécialement d'impact sur Bitcoin ou les altcoins. Et est-ce qu'on doit imaginer une stagflation comme dans les années 70? Une stagflation, c'est des taux élevés, de l'inflation galopante, bref, pour vous la faire simple. J'ai lu un papier intéressant sur le sujet, je sais pas si ça se produira, c'est pas le but ici, on donne juste des pistes de réflexion. Mais on peut se trouver dans un contexte similaire. Des prix de l'énergie assez élevés, des tensions au Moyen-Orient, une fragilité des monnaies qui doivent imprimer beaucoup pour éviter les catastrophes. Certes, on a eu de belles performances en 2021, mais on est vite revenu à la réalité avec une croissance quasi nulle. En France, on a des créations d'emplois 3 fois inférieures à 2022. Partout, et surtout aux États-Unis, on a des taux d'épargne sur un déclin fort, voire même au plus bas. Et ça, c'est pas du tout positif pour les marchés ni l'économie, car ça veut dire que peu de gens ont les moyens d'acheter des choses. Et on va pas se mentir, les conditions macroéconomiques sont peu agréables, et on sent la souffrance. Un prix de l'énergie élevé, des taux de crédit sur carte bancaire élevés, au plus haut historique sur lesquels les gens paient plus de 20% d'intérêt, ce qui montre que les gens sont dans une situation difficile et qu'ils ont besoin d'argent, peu importe le taux d'intérêt. Et aussi surprenant que ça puisse paraître, les prix des voitures, c'est aussi un signe de ralentissement économique, mais du genre indicateur sérieux. La logique est simple, si les gens ont moins d'argent, ils vont acheter moins de voitures, donc le prix des voitures diminue. Et donc, tous ces facteurs expliquent pourquoi on n'a pas eu d'inflow exceptionnel sur les cryptos. Tout simplement car les particuliers n'ont pas les moyens. Et je parle pas des particuliers qui peuvent avoir les moyens, je parle d'une masse de gens qui est en souffrance. Et je finirai en parlant de la baisse des taux qui devrait arriver très vite en courant du mois de septembre, qui serait vu comme l'événement bullish par excellence. Certes, à long terme, je l'ai dit tout à l'heure, c'est positif, mais il ne faut pas crier victoire trop vite, car certes, les bons du trésor américain vont être moins intéressants pour les investisseurs, mais il reste un autre facteur qui est plus important et qui pourrait aspirer la liquidité qu'on attend dans le marché crypto. Et son petit nom, c'est le Reverse Repurchase Agreement, qui est, pour faire simple, un mécanisme qui permet de faire des prêts et des emprunts à très court terme entre banques, notamment en cas de besoin de cash rapide. Et bien sûr, ce mécanisme, les taux sont aussi hauts que sur les bons du trésor américain. C'est pas de moi, mais de Arthur Hayes pour la source. Ce que son tweet veut dire, c'est que certes les taux baisseront, mais les banques ont toujours des problèmes de liquidité. Et ce RRP sait très bien gérer ces problèmes de liquidité à un taux très bon. Et du moment que les taux dessus seront aussi hauts, on n'aura selon lui pas de liquidité massive forcément. À long terme, on en aura, mais à court terme, rien n'est sûr. Bon, eh bien je pense qu'il est temps de conclure. On a fait un tour bien complet de tout ce qu'il y a à savoir sur la macro et ses influences sur les cryptos. Les relations entre le Bitcoin, le DXY, la supply monétaire, les politiques monétaires sont complexes, mais demandent d'être connus quand on est un investisseur, car sinon on navigue sans repère. Les corrélations entre le SP500 et les cryptos sont positives en temps normal, mais pour une fois c'est un peu différent, notamment à cause du fait que le contexte économique soit un peu complexe. Le secteur est surtout motivé par l'IA et les autres secteurs ne sont clairement pas positifs. Et le secteur des startups et des cryptos souffre avec. On se trouve pas loin d'un contexte de stagflation ou pire de récession, surtout quand on sait que les chiffres d'emploi aux États-Unis ont été pires que ceux espérés en juillet et août, et que la récession peut arriver très vite si rien n'est fait. D'où la réaction de la Banque centrale américaine qui devrait baisser les taux assez vite au courant du mois de septembre. Certes, le contexte est complexe, mais il faut quand même garder en tête qu'il y a beaucoup de catalyseurs positifs autour des cryptos. Les ETF, les institutions qui construisent dessus par exemple. Ce sont deux choses à garder en tête et qui changent la donne, et qui seront de vrais atouts quand le paysage sera plus positif. En tout cas, chez Coin Academy, on continuera de vous monitorer la situation. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu, j'ai énormément creusé pour vous fournir toutes ces informations et en faire des belles pistes de réflexion. Donc envoyez des likes et abonnez-vous pour soutenir le travail que j'ai pu faire, et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de tout ça. Je lis toujours tout ce que vous dites avec beaucoup d'intérêt. En attendant, c'était ZoroXaigri, à bientôt.